Le 2 mai 2025, en Nouvelle-Écosse, 2 enfants, Jack et Lily, disparaissent depuis leur maison isolée en plein cœur d'une zone boisée. Malgré les recherches intenses, aucune trace d'eux. Ils se sont littéralement volatilisés. Alors que l'enquête progresse, les réseaux sociaux s'emparent du dossier. Parfois et souvent même au prix de la désinformation. On se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo concernant une double disparition qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Alors ce qui est sûr, c'est que cette disparition fait énormément parler, notamment sur les réseaux sociaux. Tout le monde y va de son petit commentaire et de sa petite théorie. Et vous le savez, dès qu'il s'agit d'une disparition d'enfants, l'entourage est scruté, analysé, décortiqué. Au niveau de la diffamation, ça y va à cœur joie. Donc imaginez ce qu'il en est pour une double disparition d'enfants. Mon plus gros travail ici a été de faire le tri entre les véritables informations et les fausses rumeurs qui ont été partagées partout sur internet. Et entre nous, ce n'était pas une mince affaire. Cette affaire fait d'ailleurs écho à certains égards à d'autres disparitions d'enfants que j'ai déjà traitées sur ma chaîne et qui concernent des disparitions en France. Donc pour ce qui est de l'aspect un peu plus technique, de tout ce qui entoure la disparition, on va dire que ce dossier me fait penser à l'affaire de la disparition de la petite Fiona. Et évidemment, pour tout ce qui est de l'emballement des réseaux sociaux et des médias autour de cette histoire, ça me fait vraiment penser à l'affaire de la disparition du petit Émile. Vous allez comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi je dis ça et n'hésitez pas à me dire si vous voyez les similitudes en commentaire. L'affaire se situe en Nouvelle-Écosse, une des provinces maritimes de l'Est du Canada sur la côte atlantique. On se retrouve plus précisément à Lansdowne Station, dans le comté du Pictou. C'est une zone rurale peu habitée, dans un environnement décrit comme isolé, entouré de forêts denses et d'une végétation épaisse. Au total, et vous pouvez le voir là sur les images que je vous partage, vous n'avez qu'une centaine de personnes qui y résident. Lily Sullivan, 6 ans, et son petit frère Jack Sullivan, 4 ans, vivent sur Galerock Road dans une maison isolée avec leur mère, prénommée Malaya Brooks Murray, qui a 27 ans, et leur beau-père Daniel Martel, 34 ans. Il y a également leur petite sœur, Mido, qui est le bébé du couple, qui est âgée d'1 an et demi, et la mère de Daniel, Janie McKenzie, qui vit dans un bâtiment séparé. Je vais vous montrer quelques photos pour que vous puissiez voir comment s'articule la propriété. C'est très important pour la suite du récit. Comme vous pouvez le voir, vous avez un premier bâtiment, une sorte de mobil-home, le plus grand, où habitent les parents et les enfants. Ce bâtiment a une entrée principale qui donne sur l'allée qui mène à la route et on peut sortir par l'arrière par une porte vitrée qui mène à une petite cour qui peut aussi faire office d'aire de jeu qui est clôturée où les enfants s'amusent et où ils font de la balançoire. On y retrouve également l'enclos des poules de Janie. Alors séparé de cet espace, au fond de l'allée, vous avez une caravane utilisée par Janie. Et apparemment également, il y a un chien sur la propriété, mais on n'en entend pas trop parler. Qui est le père biologique de Jack et Lily? Alors, il s'agit d'un certain Cody Sullivan. Ils ont été en couple pendant environ 2 ans avec Malaya. Ils ont habité ensemble, puis ils se sont séparés alors que leurs 2 enfants étaient bébés. La jeune mère entretenait une bonne relation avec sa belle-mère, donc qui est la grand-mère paternelle de ses enfants, Belinda.
Elle lui avait d'ailleurs expliqué qu'elle n'était plus heureuse dans sa relation et qu'elle souhaitait demander la garde exclusive de ses enfants. De son côté, lui, Cody a décidé de se mettre en retrait de sa vie familiale, donc de ses enfants et de Malaya. Il ne s'est pas battu pour la garde de ses enfants, il ne les a pas vus depuis un petit moment, ne cherche pas spécialement à les voir, et elle, Malaya, ne cherche pas non plus à les lui apporter. Cependant, elle continue de les emmener voir Belinda, qui les adore et qui aime s'en occuper et les voir grandir. Entre-temps, Malaya se met en couple avec un certain Daniel Martel. Au bout d'un an, ils décident d'habiter ensemble et depuis août 2023, ils habitent sur la propriété de la mère de Daniel, donc Jenny. Le début du couple marque une rupture entre Belinda, Malaya et ses enfants. En effet, Daniel, le nouveau compagnon de la jeune mère de famille, se trouve être quelqu'un de très jaloux et lui empêchait un petit peu d'aller voir sa belle-mère de peur que lors de ces rencontres, elle y croise son ex Cody, qui est quand même le père de ses enfants. Pour ce qui est des enfants eux-mêmes, Lily et Jacques, eux, ça se voit sur leurs photos, ils sont inséparables. Ça a l'air d'être des enfants qui ont beaucoup d'énergie à revendre, peut-être un peu bruyants de ce que j'ai pu comprendre, mais qui sont très souriants, très curieux et qui aiment parler à peu près tout le monde, toutes les personnes qu'ils croisent. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu le contexte, qui habite sur ce terrain, le contexte familial, ce qu'il en est, maintenant, on va pouvoir rentrer dans les jours qui ont précédé la disparition jusqu'au 2 mai, donc jour de la disparition et jour de l'arrivée de la police sur place. Les jours précédant la disparition, ce que l'on sait, c'est que Jacques et Lily ne se sont pas rendus à l'école. Le mercredi 30 avril, les enfants n'ont pas école car il s'agit d'une journée pédagogique dans le pays. Le 1er mai, Lily, apparemment tous, les enfants sont donc censés rester à la maison et ne pas aller à l'école. Bon, on verra plus tard que ce n'est pas vraiment le cas. Le 2 mai, donc le jour des faits, il est 6h15 lorsque Malaya signale à l'école que ses enfants seront absents pour maladie. Donc au total, la semaine de la disparition, donc ils disparaissent le vendredi, ils ne sont allés à l'école que le lundi et le mardi. Ensuite, je vais vous parler des faits qui se sont déroulés le jour où les enfants se sont volatilisés, c'est-à-dire le vendredi 2 mai 2025. Alors attention, ce que je vais vous dire ne provient que de la version des parents, donc c'est-à-dire de la mère, du beau-père, et également un peu plus tard, la version de Janie. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres versions sur ce qui s'est passé ce jour-là. Donc c'est important de le prendre en compte. Tout se déroule environ entre 8h et 9h40. Dans la maison principale où vivent le couple, leur bébé et Jacques et Lily, la chambre du couple se trouve tout au bout. Je vous le montre ici sur la photo. Il semblerait qu'au matin, les parents seraient restés un peu longtemps au lit et ils étaient donc dans leur chambre avec leur bébé. Pour ce qui est de Jacques et Lily, eux, ils commençaient un petit peu à s'activer et à jouer, notamment au niveau du salon, de la cuisine. Il apparaîtrait que Lily aurait fait plusieurs allers-retours entre la chambre parentale et le salon. Jacques n'a pas été vu, mais il aurait été entendu dans la cuisine. Les enfants rient, glousent, discutent entre eux, puis ensuite c'est le silence. Malaya raconte qu'elle somnolait par intermittence à ce moment-là, puis que d'un coup, elle se demande où sont les enfants, on ne les entend plus. Elle en parle à Daniel et tous deux se lèvent pour aller voir où ils sont. Ils commencent à vérifier l'intérieur de la maison, l'extérieur, puis l'angoisse grandit et ils commencent à les appeler, à crier leurs prénoms. C'est à ce moment-là que Jenny va sortir de sa caravane et elle va tout de suite demander ce qu'il se passe. Daniel va expliquer que les enfants ont disparu et tout le monde va commencer à les chercher. Donc ils s'enfoncent dans la forêt, Daniel d'un côté et Jenny de l'autre. Elle va aller au niveau d'un endroit où les enfants aimaient bien jouer, c'est-à-dire un petit peu en hauteur dans les bois, mais juste à côté de la propriété de la maison. C'est là où ils construisaient un petit peu leur fort, leur cabane. Bon, ils n'y sont pas. Donc Jenny explique continuer à s'enfoncer un peu plus dans la forêt, mais plus elle s'enfonce, plus elle se rend compte que les enfants n'ont pas pu y aller tout seuls parce que
C'est une forêt très dense, c'est très compliqué d'y avancer en étant un adulte. Alors imaginez 2 enfants, dont Jacques qui lui n'aimait pas beaucoup marcher, qui se fatiguait vite et qu'en plus quand il était fatigué, il s'asseyait et puis il se mettait à pleurer. Là, tout le monde crie leur nom, personne ne répond, c'est assez inquiétant, surtout qu'en plus de ça, il fait pas très beau, assez froid et humide, et donc c'est assez boueux à l'extérieur et ça peut même être dangereux. Puis en plus, c'est pas du tout dans l'habitude des enfants d'aller seuls dans la forêt, de s'y aventurer, et puis ils n'aiment pas le froid et l'humidité, donc il n'y a rien qui colle. Et c'est aussi pour ça que Maleia va assez rapidement appeler les secours, donc en composant le 911, qui est le numéro des secours en Amérique du Nord, à 10h01 exactement. Et moins d'une demi-heure plus tard, c'est-à-dire à 10h27 exactement, la police arrive sur les lieux. Elle va procéder aux premières constatations et aux premières recherches. Dès cet appel-là, on change d'enjeu. En effet, on quitte le récit des témoins pour entrer dans le concret. Très vite, on se pose la question, comment les enfants ont pu sortir seuls dehors alors qu'il y a un espace quand même sécurisé? En plus de ça, Maleia, en face des caméras le jour de la disparition, va expliquer que d'habitude les enfants n'ont pas l'habitude de s'aventurer seuls à l'extérieur et qui sont généralement auprès d'eux quand ils jouent dehors. Et donc, on va tout de suite se demander par où ils sont sortis de leur maison. Très vite, on se pose la question, comment les enfants ont pu se rendre à l'extérieur? Par où sont-ils passés? Directement par la porte principale ou par la baie vitrée? Eh ben, on a une réponse qui est apportée par Daniel. Daniel explique que la veille, il avait placé une clé anglaise au-dessus de la porte d'entrée principale de leur maison. Alors, pourquoi fait-il ça? Tout simplement pour, comme il l'explique, se protéger d'intrusions d'animaux sauvages et plus précisément d'ours qui feraient tomber, j'imagine, la clé anglaise par terre et qui ferait du bruit s'il cherchait à rentrer dans la maison. Bon, c'est pas très rassurant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il explique qu'il se lève et qu'il s'aperçoit que la clé anglaise est toujours au même endroit alors que les enfants ne sont plus dans la maison. Donc c'est comme ça qu'ils ont estimé qu'il serait parti par cette fameuse porte vitrée qui apparemment ne fait pas de bruit quand on l'ouvre et qu'il serait très certainement allé dans la cour par ce biais-là. Alors ça a été pas mal repris par des personnes qui expliquaient que c'était impossible que les enfants n'aient pas fait de bruit en sortant. Et en fait, je vous expliquais que la chambre est totalement à l'autre bout et il y a carrément une journaliste qui est allée vérifier tellement il y avait de choses qui se disaient sur les réseaux sociaux, donc je vous le mets ici, que la porte vitrée ne faisait pas de bruit. Il y a une version que je vous ai pas encore expliquée, mais qui a été entendue par les enquêteurs, celle de Janie, qui est importante, je pense, à entendre également. Elle va expliquer que ce matin-là, elle s'est levée assez tôt. Il était 6h du matin environ. Elle a pris son petit thé, ensuite elle a scrollé sur Facebook et vers 7h, elle est sortie pour aller vérifier et nourrir ses poules. Au même moment, elle a reçu un appel de son frère qui lui demande si elle voulait l'accompagner en ville. Elle va décliner cette proposition et va rentrer dans son camping-car pour se rendormir. Elle s'allonge puis elle affirme entendre les enfants rire à l'extérieur vers 8h50. Au niveau des balançoires, juste à côté de l'endroit où est sa chambre, et elle entend également le chien aboyer. Ensuite, elle a entendu son fils Daniel appeler les enfants, mais elle ne s'est pas levée puisqu'elle s'est dit qu'il les appelait parce qu'il cherchait à les faire rentrer à l'intérieur. C'est environ 10 minutes après qu'elle s'est levée et ensuite qu'elle a demandé ce qu'il se passait à Daniel et à Maleia et qu'ils ont expliqué que les enfants avaient disparu. Et la suite, vous la connaissez. Je reviendrai là-dessus en fin de vidéo, mais pendant que j'écrivais mon script, je me suis rendu compte de quelque chose qui n'était pas très logique. Dites-moi si vous avez perçu la même chose que moi, mais en tout cas, j'en reparle à la fin de la vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques brides du passage de la version de Janie qui a été recueillie par CBC News. Justement, c'était pour répondre aux rumeurs qui commençaient à s'étendre sur les réseaux sociaux. Mais j'aime bien cette interview puisqu'on se rend compte de la réalité du terrain. D'accord, je me suis levée à 6h. Je me suis assis là et j'ai pris mon thé. Puis sur Facebook à 7h. Je me suis levée. Je suis venu ici,
Mon frère Ron m'a appelé à 8h48 et m'a demandé si je voulais aller en ville avec eux. Et j'ai dit non. J'ai dit que je restais à la maison. J'ai dit que je retournais me coucher. Puis mon chien s'est mis à aboyer et les enfants étaient dans la cour. Vous pouvez voir qu'il y a 2 balançoires où les enfants jouent. Ma chambre est juste là. J'ai entendu les enfants. Si 2 enfants sortent d'une clôture et que Jack et Lily criaient tout le temps, surtout Lily, allez Jackie, allez Jackie, allons-y Jackie, allons-y Jackie. C'est tout ce que j'entends ici. Quand les enfants sortent de la clôture et sortent par ici, je les ai entendus crier, allez Jackie, allons-y Jackie. Je n'ai rien entendu. La chose suivante que j'ai entendue, c'est Daniel crier. Il criait pour appeler Jack et Lily. Je ne me suis pas levée parce que je pensais qu'il criait pour appeler Jack et Lily à rentrer dans la maison. Je suis sortie de la caravane après avoir entendu Daniel environ 10 minutes. Après l'avoir entendu, je suis sortie de la caravane. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. Et j'ai dit quoi de neuf? Elle a dit Jack et Lily ont disparu. J'ai demandé combien de temps. Elle a répondu environ 20 minutes. Juste là. Les enfants ont un petit fort qu'ils ont construit avec des bâtons et des branches de fourrure. Et c'est là qu'ils vont. On peut les voir et les entendre. La famille sont, dès le premier jour des recherches, donc dès le jour de la disparition, interviewés par les médias. Ils font d'ailleurs passer un appel à témoins et on les sent plus ou moins affectés. Just staying as hopeful as possible. I want them home. I want to hold them. And I want them home. What happened was we woke up, I heard them playing in the next room beside us, and I was drifting in and out of sleep. And they're not the type of kids that we tell them not to go outside on their own. We always make sure that we're out there with them, watching them, and they happen to just get out that sliding door and we can't hear it when it opens. And they were outside playing, but we weren't aware of it at the time, and the next thing we knew, it was quiet. And we get up and I tell him, my partner, Daniel, I tell him, do you hear the kids? And he says, no. And we get up instantly. We're looking outside. We're looking everywhere, yelling for them. And I instantly just call 911. I just had the instinct I needed to call. They are definitely verbal. And they do have possible autism. But it's not extreme autism. It's just... They have issues with school, and they don't catch up with the other kids. I just want to remain hopeful. As soon as I noticed they weren't there, I immediately jumped right in the vehicle and surveyed all the area, every dirt road, every culvert that I could find. Jack just absolutely loves bugs, dinosaurs, and anything like that. But Lily loves girly things, but she also loves doing everything with Jack, bugs. They're like best friends. Not just brother and sister. Come out as fast as possible and get it to any detachment or any police service that you have available to talk to. Jack Sullivan est décrit comme un garçon mesurant 1,07 m, pesant 18 kg, aux cheveux blonds foncés et aux yeux noisettes. Au moment de sa disparition, on apprend qu'il portait vraisemblablement une couche culotte, un pantalon de jogging noir Under Armour et des bottes en caoutchouc bleu à motif de dinosaure. Lily Sullivan, elle, est décrite comme une petite fille mesurant 1,22 m, pesant 27 kg, avec des cheveux châtain clair et des yeux noisettes. Au moment de sa disparition, Lily portait vraisemblablement un haut rose Barbie, des bottes en caoutchouc rose à motif arc-en-ciel et un sac à dos crème à motif fraise. D'ailleurs, leurs habits, c'est assez mignon puisque ça représente bien ce qu'ils aimaient. Jacques, lui, il aimait beaucoup tout ce qui était insectes, dinosaures, la forêt. Et Lily, elle, typique d'une petite fille, même très cliché, elle aimait le rose, les Barbies, voilà, tout ce qui était très mignon. Tout de suite, toute une équipe de police et de secours se met en place pour aider à retrouver les petits au plus vite. Au départ, la piste privilégiée semble assez simple, des enfants qui se seraient
aventurés dans la forêt. La Royal Canadian Mounted Police, ou Gendarmerie royale du Canada qu'on appellera pour le reste de la vidéo la GRC, lance immédiatement les recherches et les avis de recherche. Leur disparition a déclenché une vaste opération de recherche dans les bois denses entourant la propriété rurale. Rapidement, on a 160 volontaires, dont des membres de la famille des 2 parents, en tout cas de la mère et du beau-père, qui se joignent au battu. On déploie les drones, il y a les chiens pisteurs qui viennent aussi essayer de flairer des pistes, les hélicoptères qui survolent toute la zone, et on procède à un ratissage intensif. Ces fouilles n'ont permis de recueillir que très peu d'indices finalement, mais des bénévoles ont réussi à faire des découvertes assez interpellantes dès le premier jour des recherches. Un bout de couverture rose a été retrouvé le long de la route principale par 3 membres de la famille de Malaya au niveau de Lansdowne Station Road, qui est une route perpendiculaire à la grande route où habite la famille, une route qui longe les rails d'un chemin de fer. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de cette route, de cette intersection, des chemins de fer et des sentiers aux alentours. Alors ce morceau de couette rose était pris dans les branchages des épicéas le long de la route. Donc c'est vrai que c'est assez étrange. Et cette découverte s'est déroulée à 1 km de la maison. Donc tout de suite, cette couverture a été présentée à Malaya et Daniel qui ont reconnu le fait qu'elle devait appartenir à Lily. Apparemment, pendant un temps, c'était même sa couverture favorite. Mais c'est vrai que de le retrouver là, dans les branchages accrochés, ça n'a pas vraiment de sens. Soit ça a été mis là pour donner une fausse piste, ou soit tout simplement ça s'est envolé avec le vent et ça s'est pris dans les branchages. Alors pourquoi on dit ça ? Parce que c'est vrai que quand on regarde l'état du terrain, de l'entretien, du domicile, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses par terre, beaucoup d'objets appartenant aux enfants. C'est pas très bien entretenu. Mais quand même, dans le doute, ce morceau de couverture a été conservé au cas où un ADN étranger pourrait se trouver dessus. Et alors, il y a quand même eu des recherches qui ont été réalisées autour de cette découverte, mais rien de très concret n'a pu être mis en lumière. Alors, je dis rien de très concret, mais on a quand même eu des petites choses intéressantes, notamment on a pu localiser à plusieurs endroits des empreintes de bottes, vraisemblablement qui appartiendraient à des enfants. Alors, on a une première trace qui a été retrouvée à un endroit que je vous mets en photo ici, qui a été même évoqué donc par la mère de Daniel dans sa fameuse interview sur CBC News, où elle explique effectivement il y a une empreinte de botte qui a été retrouvée à ce niveau-là, qui appartiendrait aux enfants, mais que c'est logique puisque les enfants habitent là, qu'en plus de ça, c'est un endroit où elle retournait un petit peu la terre puisque le but était qu'à cet endroit-là, elle installe une piscine pour les enfants pour l'été. We only found the 2 boot tracks outside of the house. Whereabouts? Right beside the house, probably 10 feet away from the backyard. In the backyard, okay. Ça peut pas donner grand-chose, je veux dire, ils habitent à ce niveau-là. C'est pas très pertinent, je trouve, dans la compréhension de ce qui a pu se passer le jour de leur disparition. Mais il y a d'autres empreintes qui ont été trouvées, pas très loin de là où a été retrouvé le morceau de couverture dans l'arbre, dans des sentiers, alors des sentiers qui longent apparemment ce qu'on appelle une pipeline, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ce sont des sentiers forestiers. Il y a plusieurs empreintes qui ont été retrouvées de différentes tailles, et il y en a une où il y avait carrément un numéro qui était imprégné dans la boue. Alors le numéro 29 qui apparemment correspond à la pointure 11 canadienne et qui correspond aux dernières bottes qui ont été achetées pour Lily. Donc ça pourrait très bien effectivement être des bottes qui appartiendraient à Lily, surtout que c'est vrai que vous le savez, il y a assez peu d'habitations. Quel est le pourcentage de chances qu'il y ait un autre enfant qui fasse exactement la même taille, aussi proche, on va dire, de la maison, même si on est quand même à 1 km. Voilà, on peut penser que ça leur appartient, mais alors, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce qu'ils seraient passés là aussi loin de la maison pendant leur disparition ? Ou tout simplement, est-ce qu'il s'agissait d'empreintes plus anciennes ? On n'en sait pas vraiment plus sur ce point. D'ailleurs, on n'a pas de photos qui ont été partagées par les médias. Bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est que 2 jours après ces premières découvertes, qui se sont faites, je vous le rappelle, le premier jour de la disparition, donc le vendredi 2 mai,
on retrouve le reste de la couverture. Alors cette couverture était placée dans un sac poubelle et là on a une explication qui a été donnée par Daniel. En effet, cette couverture avait été utilisée pendant un temps pour bloquer l'arrivée d'air d'une porte ou d'une fenêtre. Le temps commençait à se réchauffer depuis 2 semaines. Ils avaient enlevé cette couverture et puis ils avaient fini par la jeter, et peut-être qu'à ce moment-là, il y avait un bout de la couverture qui s'était arraché, ce fameux bout qui peut-être s'était envolé et qui s'était pris dans les branchages des épicéas. Bon, ça me paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et de toute façon, il apparaîtrait que cette couverture n'était plus du tout la couverture favorite au moment de la disparition de la petite Lily, et donc c'est pour ça qu'il l'avait jetée. Il faut savoir que dès le lendemain de la disparition, Malaya est très vite partie du terrain, du domicile. En effet, alors il se trouve que c'est un peu complexe. Vous savez, il y a 2 familles différentes qui se sont rencontrées sur le terrain, donc au domicile des disparus, donc le côté de la famille de Malaya et celui de Daniel. Ils se sont jamais rencontrés avant, ils se rencontrent dans ces circonstances, donc effectivement les esprits se sont vite échauffés. Il se trouve qu'il y aurait une dispute. On ne sait pas vraiment entre qui et qui, mais en tout cas entre des membres de familles différentes, concernant une potentielle prise de substances illicite par Daniel. On reviendra aussi plus tard dessus, mais apparemment c'est ça qui aurait déclenché une dispute et Jenny aurait demandé à ses membres de cette famille de partir. Parallèlement à ça, on a Malaya qui était très stressée, qui a subi apparemment une crise de panique, une crise d'angoisse. Elle s'est faite prendre en charge directement par les secours qui étaient déjà sur place pour les recherches. Et à ce moment-là, Daniel a essayé d'aller lui parler. Elle a refusé et elle est partie avec sa petite dernière et sa mère habiter chez sa mère. Et il faut savoir que depuis ce moment-là, elle n'est plus jamais retournée sur le terrain, donc sur les lieux où ses enfants ont disparu. Elle n'a pas participé, de ce qu'on sait, activement aux recherches sur place. Et en plus de ça, très peu de temps après, elle a rompu avec Daniel à distance. Donc on se dit que déjà il y avait un terrain qui était assez compliqué, on pense, dans le couple, pour qu'aussi rapidement elle prenne la fuite, on va dire, même si à mon avis c'était aussi pour le bien de sa santé mentale. Et c'est vrai que ces tensions qui ont pu être observées entre Daniel et Malaya, mais surtout aussi entre les membres des 2 familles, n'ont pas vraiment aidé à la compréhension de toute cette situation complexe. Après plusieurs jours intenses de recherche sur le terrain, il y a un tournant qui va arriver dans ce dossier. On arrive le 7 mai et effectivement, les recherches commencent à ralentir. Les autorités déclarent qu'il est peu probable que les enfants soient maintenant retrouvés en vie s'il s'avère qu'ils se sont réellement égarés seuls dans la forêt. Mais si les recherches sont momentanément stoppées, ce moment est important parce qu'il marque généralement le passage d'une logique de sauvetage à une logique d'enquête. Maintenant, les enquêteurs doivent répondre à une question vraiment cruciale. Est-ce que les enfants ont réellement quitté la maison et ont disparu seuls? Si la GRC arrive à prouver le contraire, là on va basculer dans une enquête à caractère criminel. Et évidemment, dans ce type de disparition, on est obligé d'y penser. Dès le lendemain de la disparition, soit le samedi 3 mai 2025, Malaya va à nouveau appeler le 911 pour évoquer cette fois-ci une piste à laquelle elle a pensé pendant la nuit qui a été, selon ce qu'elle dit, assez courte pour elle. Est-ce que le père biologique de ses enfants, c'est-à-dire Cody Sullivan, n'a pas cherché à les récupérer? La police va vérifier cette piste en se rendant chez la mère de Cody, Cody y habitant également depuis un petit moment puisque entre-temps il a perdu son dernier emploi. Alors la mère de Cody, qui s'appelle Belinda et qui, pour le rappel, est donc la grand-mère paternelle des enfants disparus. Et il s'avère que, selon les propos des 2, Cody n'a pas vu ses enfants depuis au moins 3 ans. Donc pour lui, il n'y a aucun sens de venir les récupérer. Cette piste n'a rien donné, pourtant il a été évoqué un petit peu plus tard
Un autre témoignage assez intéressant, un témoignage d'une personne travaillant dans un hôtel qui disait avoir vu Cody et les 2 enfants dans un hôtel donc du Nouveau-Brunswick, qui est l'état voisin de la Nouvelle-Écosse. Et effectivement, pourquoi c'était assez intéressant puisque à cette époque-là, le nom de Cody n'avait jamais été évoqué dans les médias, donc ça devait être quelqu'un qui connaissait Cody et la situation avec Maleia. Donc potentiellement quelqu'un qui visuellement savait à quoi il ressemblait. Donc il fallait vérifier effectivement. Ça a été vérifié, il y a eu des caméras au niveau des péages qui ont été saisies. Il n'y a pas beaucoup non plus de routes entre les 2 États. Donc ça aurait été assez facile de vérifier si Cody et sa mère Belinda avaient potentiellement pu se déplacer, mais il se trouve que rien n'allait dans ce sens. Il y a eu des vérifications qui ont été faites notamment au niveau des registres des hôtels, qui également dans le Nouveau-Brunswick n'ont rien donné. Le 9 mai, on a un témoignage qui a fait beaucoup parler. Alors le 9 mai, c'est un voisin qui va témoigner, et ce voisin au tout départ a voulu rester anonyme. Vous savez, on est dans une toute petite ville, les gens essayent de se protéger le maximum, même si on va pas se mentir, il y a assez peu de voisins, et le voisin qui est le plus proche est quand même assez éloigné. Et d'ailleurs, il disait que lui, il était un peu plus en hauteur, donc il avait vu sur la route. Et il explique avoir entendu un certain type de moteur, un moteur à 5 vitesses, qui faisait des allers-retours entre la maison des enfants disparus et la route. Donc c'était le matin très tôt, même dans la nuit de la disparition, de la nuit du 1er au 2 mai. Ces allers-retours auraient eu lieu entre minuit et 5h du matin. Puis quand il a regardé en direction du bruit, il était, comme je vous le disais, un peu plus en hauteur du domicile du couple. Il explique avoir vu des phares faire des allers-retours, donc 3 à 4 fois environ. Et c'est vrai que ça montrerait donc une activité anormale qui se serait déroulée juste quelques heures avant que la disparition des enfants ait été déclarée à la police. Mais si lui a entendu cette voiture, pourquoi est-ce que les parents, qui sont quand même beaucoup plus proches, et même la mère de Daniel, n'aient rien entendu? S'est-il passé quelque chose pendant la nuit? Et est-ce que Daniel, Maleia et Jenny, donc les 3 seuls adultes présents sur cette propriété, n'y seraient pas finalement pour quelque chose dans cette disparition? Ce sont des questions qu'on peut se poser suite à ce témoignage. Alors à partir de là, vous vous doutez bien que les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux. Des groupes se sont créés sur Facebook pour parler de cette disparition. J'ai pas tout lu. Il y en a un où il y a tellement de choses qui sont dites dedans, qui sortent de n'importe où. Il y a même des fausses conversations entre des journalistes et Daniel. On peut même pas savoir si ce sont de réelles conversations, mais c'est une folie. Vous voyez ce qui s'est passé pour Émile en France, c'est x2 là-bas au Canada ce qu'il s'est passé. Certains vont même donc évoquer potentiellement l'utilisation du quad de Daniel, donc qui est apparemment un TRX 420 Rancher, qui serait équipé du même moteur à 5 vitesses, mais il y a plein de gens qui disent qu'on reconnaît quand même, surtout quand on habite dans le coin, la différence entre le bruit d'un moteur de voiture et le bruit d'un moteur de quad. Alors de son côté, on a Daniel qui va être très présent dans les médias, qui va faire beaucoup d'interviews, qui va répondre à toutes les spéculations, à toutes les attaques qui seront lancées contre lui et dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux. Il va aussi partager énormément d'informations sur sa vie privée, notamment avec Maleia. Il va lancer des petits pics, puis il va expliquer également qu'il ne peut plus rentrer en contact avec elle parce qu'elle l'a bloqué sur les réseaux sociaux. Du côté de Maleia, c'est tout l'inverse, c'est silence radio. Alors elle, comme je vous le disais, elle n'en parle pas du tout dans les médias, elle ne répond à rien, elle n'est plus sur les réseaux sociaux, elle les a désactivés. Apparemment, ce serait carrément la GRC qui lui aurait demandé de ne pas intervenir, de ne pas répondre aux médias au vu de tout ce qui se disait en ligne. Et effectivement, à chaque fois que Daniel va prendre la parole, tout va être décortiqué minute par minute, ses mimiques, sa façon de parler, et en fait, ça sert à rien d'essayer de se justifier en donnant une version, puisque de toute façon, quand certaines personnes ont décidé que vous étiez bizarre et coupable, ils vont souligner tous les éléments qui pourraient éventuellement appuyer cette version-là. Attention,
Je dis pas que c'est pas le cas, mais je dis tout simplement que ça arrivait très souvent, notamment, rappelez-vous, pour Lina, sa mère et son petit copain. Les 17 et 18 mai 2025, on a de nouvelles recherches qui ont été réalisées. Ils ont essayé d'élargir la zone de recherche et aussi se sont focalisés sur les zones d'eau, mais rien de nouveau ne sortira de ces nouvelles battues. Ensuite, on a un autre témoignage qui va arriver aux oreilles de la GRC. Et alors, c'est encore un voisin qui va aller dans le sens du témoignage du premier voisin. Donc lui, on sait comment il s'appelle. Il s'appelle Justin Smith. Il va expliquer que lui aussi, il avait entendu des bruits de voiture la nuit précédant la disparition. Là, la voiture aurait fait demi-tour, vous savez, au niveau de cette fameuse rue que je vous disais, la Lanson Station Road, qui longe les rails de train, non loin de là où le morceau de couverture a été retrouvé. Apparemment, les deux voisins en auraient parlé ensemble et le premier aurait dit « Moi, je suis sûre qu'il s'agissait de la voiture de Daniel. » Parce qu'effectivement, apparemment, sa voiture avait un moteur à 5 vitesses. Alors tout de suite, on se pose la question, est-ce qu'on peut faire confiance à ce témoignage? Est-ce que le deuxième voisin n'a pas été influencé par le premier? En tout cas, ce qui est sûr, et ce qui est étrange, c'est que la voiture de Daniel, je sais pas si je vous l'avais expliqué, mais ne marche plus, elle est hors d'usage. En fait, il n'avait même pas assez d'argent pour la réparer. Donc il n'utilisait plus du tout cette voiture-là. Et est-ce que donc ces témoignages étaient visés et orientés au vu des rumeurs grandissantes sur l'implication possible du beau-père des enfants? Peut-être. Daniel, lui, ne cesse d'expliquer qu'il n'est jamais sorti ce soir-là. Il raconte que Maleya est partie se coucher avant lui, que lui finissait de réparer une clôture dans la cour avant d'aller se coucher à son tour. Le premier témoin, agacé d'entendre sa version, son témoignage remis en cause, va finalement faire une déclaration publique. Donc il va dire qui il est. C'est apparemment un certain Brad Wong et il explique qu'il est sûr et certain de ce qu'il a vu. Au fur et à mesure du temps qui passe, malheureusement, aucune trace formelle des enfants n'a pu être retrouvée. D'ailleurs, de plus en plus de personnes vont incriminer Daniel, Maleya et Jenny. Certains vont même jusqu'à dire que, ça se trouve, les enfants avaient disparu bien avant le vendredi 2 mai et que, comme ils ne sont pas allés à l'école depuis le mardi, ça se trouve, ils ont disparu ou il s'est passé quelque chose depuis le mercredi. Alors sur ce point, toute la lumière va être faite pendant une conférence de presse qui va se tenir le 28 mai 2025. Et on apprend pendant cette conférence de presse que la veille de la disparition, soit le jeudi 1er mai, vous savez, c'était le jeudi où la petite normalement était malade. Bon là, on voit qu'en fait, ils ont un peu vadrouillé de partout avec les deux enfants et qu'ils n'avaient pas l'air malades du tout. En tout cas, ils sont pas restés chez eux, puisqu'ils sont allés dans une ville voisine et ils ont été aperçus, donc Maleya, Daniel et les deux enfants, sur des caméras de vidéosurveillance. Ils se sont arrêtés pour faire le plein, ils sont allés à la pharmacie, ils ont pris des boissons au Starbucks, ils sont allés à Tim Hortons, ils ont déjeuné dans un restaurant du coin et à la fin, finalement, on sait que les enfants ont été filmés au niveau du Dolorama de New Glasgow, qui est une ville située à environ une vingtaine de kilomètres du domicile, à 14h25 la veille de leur disparition. Donc réellement, la dernière fois qu'ils ont été vus a été la veille de la disparition à 14h25 et c'est peut-être à partir de là qu'on peut se poser des questions. Et lors de cette conférence de presse, la GRC va également lancer un appel à toute personne qui habiterait sur cette fameuse grande rue et qui aurait des caméras de surveillance, de vidéosurveillance personnelles à partager avec eux, des images. Également, vous savez, il y a des personnes qui mettent aussi des caméras un peu forestières, ils vont faire appel à ces personnes-là pour voir s'il y a des images intéressantes ou des éléments intéressants sur leurs images, dans une plage située entre le 28 avril et le 2 mai. Ça a été fait, ils ont reçu énormément d'images qu'ils ont décortiquées pour voir si potentiellement il y avait une personne suspecte, des allers-retours suspects, mais ils n'ont absolument rien vu de tel. Par la suite, on a au total 11 unités spécialisées qui ont été mobilisées et la GRC a procédé à une saisie des téléphones et appareils numériques. On a aussi 54 personnes qui ont été interrogées et plus de 488 signalements qui ont été recensés. Également, il y a plusieurs tests au polygraphe
Vous savez, c'est le détecteur de mensonges qui ont été réalisés. Toutes les personnes qui l'ont passé l'ont réussi. Alors les 2 premières personnes qui l'ont passé, ça a été assez rapide, hein. C'était à la mi-mai 2025. Ce sont évidemment Daniel et Maleia, et apparemment ils auraient répondu de la bonne manière sur toutes les questions qui leur ont été posées entourant leur potentielle implication dans la disparition des enfants. Donc ils auraient répondu sans mentir selon les résultats de ce test. Au total, il y aurait eu 7 tests qui auraient été réalisés, incluant également Jenny et Cody. Alors, selon le polygraphe, il n'y a vraiment personne qui aurait menti, mais pour Jenny, les résultats ne peuvent pas être interprétés puisque son état physiologique aurait rendu les résultats inexploitable. Il y avait des notes à la fin des résultats de ces tests et il y avait un agent qui avait écrit à ce moment-là, à ce stade de l'enquête, la disparition de Jacques et Lily n'est pas considérée comme étant de nature criminelle. Et ça, c'était au 16 juillet 2025. Alors, une petite information, petit point culture sur les tests polygraphes. Vous savez, alors les tests polygraphes mesurent les fluctuations du système nerveux sympathique d'une personne lorsqu'elle répond à des questions. Et ce sont des tests, des résultats qui ne sont pas admissibles devant les tribunaux canadiens, mais qui sont considérés comme un outil d'enquête, même des fois un peu dissuasif, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il ne faut pas du tout prendre pour argent comptant les résultats. C'est pas parce que vous passez le test que vous ne mentez pas. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui gèrent mieux leur stress ou qui contournent la réponse à la question de sorte de ne pas mentir. Il y a pas mal de choses intéressantes concernant ces tests, mais bon, on va pas rentrer dans le détail ici, la vidéo est déjà assez longue. Le 18 juin 2025, on apprend que l'école des enfants avait déjà fait des signalements au service de protection de l'enfance. Donc ça, c'est quand même un tournant un peu compliqué dans ce dossier. Apparemment, les enfants arrivaient assez souvent en retard. Ils arrivaient sales ou mal habillés. Par exemple, sans manteau d'hiver en plein hiver canadien. D'ailleurs, il apparaîtrait que c'était l'école qui, des fois, leur en fournissait. Apparemment, il y aurait eu une visite de suivi qui aurait été réalisée, mais on n'en sait pas vraiment plus sur cette visite. Daniel, là-dessus, comme d'habitude, a répondu en interview en expliquant que cette visite de suivi n'avait en fait rien à voir avec les conditions des enfants, des retards des enfants et la manière dont ils étaient habillés ou même leur hygiène. Tout simplement, ce serait parce que les petits seraient potentiellement atteints d'autisme. Et donc cette visite aurait été pour déterminer si les 2 enfants étaient autistes ou non. Alors c'est vrai que l'autisme avait été déjà évoqué le tout premier jour de recherche par Maleia lors d'une interview, la seule interview qu'elle avait donnée d'ailleurs, où elle expliquait que ces enfants, oui, pouvaient potentiellement être atteints d'un léger autisme, c'est-à-dire qu'ils avaient un petit retard à l'école, mais pas plus que ça. On a l'impression que Daniel ne dit pas complètement la vérité, en tout cas qu'il la cache beaucoup dans les médias. Parce qu'en plus de ça, il va répondre sur cette visite spécifiquement, mais il ne va pas parler du retard, de la saleté, du fait que les enfants n'étaient pas habillés correctement. Et ça va rejoindre, toute cette situation va rejoindre les dires de Belinda, vous savez, la grand-mère paternelle des enfants, qui n'était jamais venue sur la propriété, le nouveau domicile des enfants, puisque vous savez, Maleia avait un peu coupé contact avec elle. Donc le jour de la disparition, elle est venue soutenir Maleia et faire ce qu'elle pouvait faire, donc aller sur place et voir ce qu'il en était. Et apparemment, avant tout ça, elle disait que Maleia c'était une très bonne mère, très propre sur elle, ses enfants toujours très propres. Et là, quand elle est arrivée au domicile, elle s'est rendue compte des conditions dans lesquelles vivaient les enfants. Alors, j'ai pas trop envie de juger ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment les dires de Belinda, mais elle a été choquée du désordre, de la manière dont les environs n'étaient pas du tout entretenus, comme s'il y avait un laisser-aller. Elle disait que ça ressemblait plus à un campement qu'autre chose. My heart tells me these babies are gone. My heart tells me that. There's trees everywhere. You literally have to climb over trees, climb under bushes. It is really, really thick. We come back out and I went in to see Maleia again. I assumed she was in shock. She was very non-emotional, very just flat, monotone. But Maleia's very soft-spoken anyway. I thought that's made her a really great mom. She was an excellent mom.
And I used to think, now if anybody's meant to be a mom, it was her. A part of me still feels that. Why only a part of you still feels that? What do you mean? After seeing the place, seeing the condition of the home, it was like the total opposite of what I knew of Malaya. She was always clean, very clean about herself, about the kids, about her home. This home looked more like a camp, but it was very unkempt. I was pretty surprised. Elle explique qu'elle aurait dû insister pour les voir quand Malaya avait pris ses distances. Et c'est vrai que tout ça, c'est pas très bon signe. On voit qu'il y a quand même eu un changement au moment où elle s'est mise en couple avec ce Daniel, qu'il l'a un peu éloignée de sa famille. Elle était vraiment isolée, elle habitait que avec Daniel et sa mère. C'est vrai qu'elle voyait pas grand monde non plus. Les conditions de vie étaient un peu étranges. Les services sociaux quand même qui ont été contactés par l'école, ça montre qu'il y avait une sorte de négligence. Lui, en plus de ça, était jaloux, vous le verrez plus tard, mais il y avait un historique quand même de prise de substances illicites. Il y a quelque chose qui clairement ne tournait pas rond dans le foyer, mais est-ce que ces négligences potentielles qui ont pu être soulevées ont un lien avec la disparition des enfants? C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Dans cette lignée, une photo de Jacques à l'école interpelle beaucoup de monde et tourne sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on le voit avec un œil qui semble être au beurre noir et un peu rougi. Les enfants, on peut se demander est-ce qu'ils étaient victimes de violences. Alors Daniel va répondre là-dessus en disant que non. Et c'était des enfants énergiques qui avaient l'habitude de jouer et des fois ils pouvaient se donner des coups non intentionnel entre les deux enfants, que Lily était assez brute et que potentiellement cette trace, ce bleu, venait de là. Le 19 juin 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse offrait une récompense de 150 000 $ pour toute information qui permettrait de retrouver les enfants. Elle est toujours active d'ailleurs, mais ça n'a pas donné grand-chose à ce jour. Le 16 juillet 2025, la police a confirmé que la couverture rose appartenait effectivement bien à Lily Sullivan. Les investigations médico-légales ont sûrement été faites sur cette couette. Enfin, je dis couette, mais vous avez compris, c'est une couverture. Mais les résultats, comme beaucoup d'autres informations d'ailleurs, n'ont pas été partagés par les autorités. Fin août 2025, c'est un assez gros tournant pour la compréhension de ce dossier. Tout simplement parce que des dossiers judiciaires ont été révélés par les médias parce que ces derniers et le public avaient demandé plus de transparence sur ce dossier. Et donc, dans le cadre de cette enquête, on apprend que les enquêteurs ont sollicité 12 mandats de perquisition entre mai et juillet 2025. Le premier, daté du 16 mai, les téléphones et la géolocalisation de la mère et du beau-père des enfants ont été étudiés et aucune incohérence n'a été détectée. Ensuite, il y a les images de vidéosurveillance du bus scolaire des enfants qui ont été saisies et qui ont confirmé que le dernier jour d'école était bien le mardi 29 avril 2025. Ensuite, il y a eu plusieurs autres mandats qui ont été réalisés le 23 mai, mais on n'a pas plus d'informations sur cela. Le 28 mai, on a eu ensuite un mandat pour consulter, vous le savez, les registres des péages par rapport à la potentielle implication de Cody. Plusieurs autres mandats ont été obtenus ensuite par rapport aux dépenses et comptes bancaires des parents. Ça n'a pas vraiment donné beaucoup plus d'informations puisque tout était plutôt cohérent. Ce qui a été mis en lumière surtout après la saisie de ces informations-là, c'est le fait que Malaya et Daniel se trouvaient dans une situation financière très complexe et plutôt précaire. En effet, Malaya recevait auparavant 1900 $ canadiens donc par mois dans le cadre d'un programme canadien de primes à la naissance afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Mais il semblerait que cette aide ait été stoppée peu de temps avant la disparition, tout simplement parce que il semble que Daniel ait oublié de déclarer quelque chose aux impôts et donc même s'ils ne sont pas mariés, j'imagine que comme ils habitent au même endroit en concubinage, ça a impacté cette aide reçue par Malaya. On pense que les problèmes relationnels dans le couple
venait en partie de ce souci-là, puisque ça impactait directement leurs finances et surtout l'argent que Maleya recevait pour s'occuper décemment de ses enfants. Parce que je vous le rappelle, Maleya ne travaille pas. Également, rappelez-vous, je vous avais dit que Cody avait perdu son emploi quelque temps auparavant et qu'il était retourné habiter chez sa mère. En fait, ça faisait 9 mois qu'il avait perdu son emploi et que donc il ne pouvait plus verser la pension alimentaire pour ses 2 enfants, donc pour Jacques et Lily, à Maleya. Et en fait, du coup, ça fait 9 mois que cette rentrée d'argent est inexistante. En plus de ça, Daniel travaillait beaucoup moins qu'auparavant. Donc lui, il travaille dans une scierie locale. Il travaillait en tout cas dans une scierie locale à ce moment-là. Et effectivement, il n'avait plus qu'un seul quart de travail dans la semaine, ce qui a réduit considérablement les rentrées d'argent du couple. Finalement, il n'y avait plus que cette petite rentrée d'argent, donc ils étaient réellement dans une situation pécuniaire, on va dire, catastrophique. Dites-vous que carrément le père de Daniel était venu les aider plusieurs fois, il leur avait fait quelques courses, il payait les pleins d'essence de la seule voiture qui marchait, c'est-à-dire la voiture de Maleya. Plein d'autres choses, mais bon, il s'en sortait comme il pouvait, quoi. Donc ça peut aussi corroborer avec le fait que les enfants n'avaient pas beaucoup d'habits ou ils n'étaient pas très propres sur eux, je sais pas, mais en tout cas, tout ça mélangé, c'est sûr que c'était pas un très bon environnement pour les enfants. Comment faisait Daniel pour aller au travail ? C'est son oncle qui l'accompagnait et qui le raccompagnait. Donc vraiment, c'était pas le top pour cette famille, mais alors le pire dans tout ça, c'est que malgré les preuves qui sont sorties et qui sont officielles, celles-là, Daniel, dans les interviews, explique que non, c'est pas vrai, il n'avait pas de souci d'argent. Et vous avez compris qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui a été dit dans les interviews par Daniel n'est pas à prendre pour argent comptant, puisque alors qu'il y a des preuves, il ment. On peut se poser des questions sur quoi d'autre a-t-il menti. Le 4 juillet, il y a eu effectivement un autre mandat. Là, c'est concernant le compte Text Plus de Maleya. C'est une sorte d'application pour envoyer et recevoir des SMS. Donc ça n'a rien donné. Le dernier mandat concernerait une clé USB avec des images vidéo dessus. Alors ça concerne un parent éloigné de Maleya, un certain Darren Geddes. Alors ce dernier avait clamé publiquement plusieurs fois que Maleya était impliquée dans la disparition de ses enfants, en donnant des détails très précis sur comment elle aurait fait, comme s'il avait été présent sur place pour avoir ces informations. En tout cas, comme si quelqu'un de présent sur place lui en avait parlé. La clé USB, elle a été fournie directement par Maleya. Apparemment, elle contiendrait un enregistrement d'une conversation entre la grand-mère de Maleya et Geddes. On ne connaît pas le contenu de cet enregistrement, et puis en plus, comme ça a été enregistré à l'insu de Geddes, je crois que c'est pas vraiment recevable. J'ai pas tout compris. Rappelez-vous, tout ça est en anglais, donc j'essaye de vous traduire au plus proche de la vérité possible, mais cette information, je l'ai pas vraiment compris. Alors, le 30 mai, apparemment, ce fameux Geddes a demandé à être reçu par les autorités parce qu'il avait des choses à dire, notamment concernant l'implication de Maleya dans la disparition de ses enfants. Mais ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que au moment où on lui pose des questions, il ne répondait pas ou il répondait à côté, mais par contre lui cherchait à avoir des informations plus précise sur l'enquête que les enquêteurs étaient eux en train de mener. Ce qui est très étrange puisque c'est lui qui avait dit qu'il avait plein d'informations à donner, donc on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui cherche la lumière parce qu'après il aurait participé à différents podcasts pour toujours donner sa version mais sans aucune preuve et sous un autre pseudo, donc voilà, il faut faire toujours très attention et même des fois dans sa propre famille, on a des personnes qui veulent juste se faire mousser en disant voilà, je connais Maleya. J'ai beaucoup vu ça c'est un petit aparté, j'ai beaucoup vu dans les disparitions très médiatisées des personnes qui veulent attirer la lumière sur elles, faisant croire qu'elles sont proches de la famille ou quoi que ce soit, parce qu'en fait ça leur donne un petit peu de lumière, la lumière qu'elles cherchent ou dont les personnes ont besoin à ce moment-là, mais c'est un peu triste de le faire dans ces conditions-là, vous voyez. Alors il y a eu une autre information qui a été fournie, mais seulement fin mai, donc bien après, presque un mois après la disparition des enfants, donc toujours faire très attention à ces témoignages. Alors il semblerait que ce soit une femme qui était en compagnie de son fils dans sa voiture sur la route où la disparition a eu lieu, donc la route principale. Apparemment, ça se serait passé le jour de la
disparition entre 9h30 et 10h, donc l'exacte plage horaire de la disparition des enfants, en tout cas la disparition telle qu'elle a été expliquée par les adultes présents sur cette propriété. Donc elle a vu une petite fille, possiblement âgée de 9 ans, avec des cheveux bruns tressés et vêtue d'un débardeur à bretelles bleues, tenant la main d'un garçon plus jeune d'environ 5 ans, aux cheveux blonds portant un short. Cette même femme explique qu'une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux bouclés, avec une chemise blanche et un short bleu, se tenait devant les enfants, à côté d'une vieille berline rouge ou dorée, portière arrière ouverte, comme si elle attendait qu'il rentre dans la voiture. Donc c'était toujours dans cette fameuse zone, vous savez, où il y a la route perpendiculaire. Donc c'est vrai que c'est intéressant à prendre en compte. Elle explique qu'elle a trouvé la situation assez étrange, donc il paraît qu'elle en a discuté avec un agent de police qu'elle a croisé plus tard. Mais bon, j'avoue que c'est un peu étrange d'avoir attendu la fin du mois. Est-ce qu'elle a appris vraiment assez tard la disparition des enfants ? Bon, encore une fois, je voulais être sûre de vous donner toutes les informations possibles et inimaginables dans cette vidéo, mais il faut prendre les témoignages visuels avec des pincettes. Fin septembre 2025, les chiens de recherche de cadavres sont amenés pour fouiller les environs du foyer et autour du lieu de la découverte de la couverture, mais ils n'ont rien trouvé. En octobre 2025, on a la GRC qui est intervenue concernant, vous savez, les 2 témoignages des 2 voisins par rapport aux véhicules qui faisaient des allers-retours pendant la nuit, vous savez, et un des voisins qui disait que c'était la voiture de Daniel, tout ça. Ils vont faire taire toutes les rumeurs. En effet, il se trouve que les dires de ses voisins ne corroborent pas les éléments visuels qu'ils ont visionnés concernant les images, vous savez, de vidéosurveillance. En fait, il n'y a rien qui prouve qu'il y a ce type de véhicule qui soit passé à ce moment-là sur cette route. Et donc pour eux, ces témoignages sont hors de propos. En novembre 2025, Belinda fait appel à une association de recherche de personnes disparues qui s'appelle Please Bring Me Home pour faire de nouvelles recherches terrain, et apparemment ces recherches étaient soutenues par Malaya. Bon, ça n'a rien donné, mais il y a eu apparemment beaucoup de recherches réalisées par des bénévoles de cette association. En janvier 2026, de nouveaux documents judiciaires sont partagés, et là, ils sont encore une fois très intéressants, et ils dessinent une situation complexe, une situation de couple complexe, et aussi un profil assez inquiétant concernant le beau-père Daniel. Les détails de ces demandes ont été obtenus notamment par CBC et le Global Unmail et révèlent le contenu d'un interrogatoire de la mère des enfants disparus. On apprend notamment, donc ça vous en doutiez, que le couple connaissait des difficultés et surtout des tensions importantes, et il y a des accusations de violence conjugale qui émergent. Selon les documents que je vous mets ici, Malaya a affirmé aux policiers qu'il tentait, donc Daniel, parfois de l'immobiliser ou de la maintenir au sol et qu'il l'avait déjà poussée. Elle a également déclaré qu'il lui confisquait son téléphone lorsqu'elle tentait d'appeler sa mère, ce qui pouvait donner lieu à des violences physiques et douloureuse. Malaya a aussi confié à des proches que Daniel consommait des stupéfiants, de la drogue dure, qu'il lui avait caché pendant la première année de leur relation. Le sergent d'état-major de la GRC, Rob McCammon, confirme que la nature de la relation au sein du couple fait partie de l'enquête. Bien qu'aucun suspect n'ait été identifié à ce jour, il précise que la police continue de recueillir des éléments de preuve. Le ministère public a toutefois noté dans des documents récents que bien qu'il n'existe aucun motif raisonnable de croire qu'un crime a été commis, l'enquête pourrait devenir criminelle et des personnes impliquées dans la disparition des enfants pourrait être identifié. De son côté, vous le connaissez, Daniel Martel, lui, a complètement nié les accusations de violence conjugale. Il a quand même admis aux enquêteurs qu'il y avait eu des disputes récentes liées à l'argent, tout en qualifiant leur union de bonne, qu'il n'y avait aucune violence physique entre eux. Alors que Malaya, de son côté, continue de ne rien exposer dans les médias, Daniel lui répond à tout et se justifie surtout, comme vous pouvez le voir. Il va avouer d'ailleurs qu'il a en effet, dans le passé, consommé de la meth, entre autres, et qu'il ne consomme plus à l'heure actuelle. Et vous le savez, bon, faut faire attention à ce qu'il dit, parce qu'on ne sait jamais ce qui est vraiment vrai.
ou pas. Il a expliqué également que Maleia avait essayé de le quitter 1 à 2 semaines avant la disparition des enfants, mais que finalement elle avait décidé de rester. Bon, vous me voyez, je suis un petit peu dure peut-être avec le profil de Daniel, mais tout simplement parce que moi je savais ce que j'allais vous annoncer maintenant. En effet, fin janvier, donc là très récemment, il se trouve qu'il y a eu des accusations très graves à son encontre. C'était il y a environ 2 semaines. Donc ça, en fait, ça vient corroborer tout ce qu'on sait sur son profil qui devient un petit peu quand même problématique. En effet, on apprend que le lundi 26 janvier 2026, Daniel Martel, donc le beau-père de Jacques et Lily, âgé de 34 ans, a été arrêté suite à des accusations d'agression sexuelle et de séquestration. La police précise quand même que les accusations concernent une victime adulte, mais on ne connaît rien de l'identité de la plaignante, ou du plaignant d'ailleurs. Daniel a donc entre-temps été libéré sous condition et doit comparaître de nouveau devant le tribunal le 2 mars 2026. Alors bien que cela n'ait a priori rien à voir avec la disparition des 2 enfants. Cela dessine, je vous le disais, un portrait quand même assez inquiétant du beau-père, un portrait d'un homme potentiellement manipulateur, contrôlant et peut-être même violent. Alors évidemment, médiatiquement, l'impact est énorme. Et ça ne fait donc qu'appuyer les suspicions et les rumeurs, et la plupart du temps, elles sont assez infondées quand elles sont exprimées sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas de preuves. Même si des personnes pensent que Daniel est coupable, c'est juste basé sur ce qu'on nous a apporté. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire s'il est coupable ou pas avec les informations qu'on a. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un dossier quand même qui est assez complexe. En fait, les faits sont très simple, 2 enfants ont disparu et leur disparition a été notifiée le 2 mai 2025. Mais il y a quand même beaucoup d'hypothèses qui ont été évoquées et il est difficile de se faire une idée claire sur ce qui a pu arriver aux 2 petites victimes, donc à Jacques et Lily. L'accident en forêt est l'hypothèse qui a le plus logiquement été rapidement travaillée par les enquêteurs. Il fallait de toute façon procéder rapidement à des battues, à des recherches poussées pour essayer de retrouver les petits au plus vite. Car vous le savez, plus le temps passe dans une disparition, plus les chances de retrouver les victimes en vie s'amenuisent. Il est très possible que les recherches, bien qu'elles aient été massives, soient passées à côté. On l'a très souvent vu, et ce même en France. Les espaces au Canada sont vraiment très impressionnants. Il y a beaucoup plus d'espaces vierges d'habitation que en France, où on est beaucoup plus compact. J'aime bien cette petite anecdote pour vous dire à quel point les espaces naturels sont beaucoup plus grands et impressionnants au Canada qu'en France, puisqu'au Canada, il y a 2 fois moins d'habitants qu'en France, alors que le pays fait 12 fois la taille de la France. Donc imaginez à quel point il y a vraiment peu d'habitants dans certains endroits. Il faut noter que les petits étaient quand même très souvent collés ensemble. Le petit frère aurait pu suivre sa sœur en forêt, mais est-ce qu'ils auraient voulu jouer à cache-cache? Est-ce qu'ils se sont aventurés trop loin dans la végétation? Ont-ils eu un accident? Sont-ils morts de froid, de faim et de soif? En fait, on ne peut vraiment pas en être certain, ça reste que des hypothèses. Et surtout, il n'y avait aucune raison pour que les enfants aillent aussi loin dans la forêt. Il faisait, comme je vous le disais, humide, froid, le petit aimait pas marcher, très certainement il aurait crié, il se serait arrêté. Les parents sont allés les chercher loin et ils ne les ont pas trouvés. C'est vrai que ça semble assez peu concevable. Même si, comme je vous le disais, ça reste possible, les humains sont très imprévisibles. Alors imaginez 2 enfants tout excités en train de jouer, mais on est obligé d'évoquer d'autres hypothèses, surtout par rapport à tous les éléments que je vous ai amenés dans cette vidéo. Et donc on arrive sur une hypothèse qui est venue en tête à pas mal de monde. On pense à un drame domestique et une mise en scène derrière. En effet, beaucoup pensent que Daniel, Maleia et ou Janie sont impliqués dans la disparition des 2 petits. Le climat de négligence mis en lumière peut faire penser que les petits auraient pu être livrés à eux-mêmes et qu'un accident domestique ait pu arriver. Mais lequel? Est-ce que c'est à cause d'un geste malheureux? Alors un geste malheureux sur les 2 enfants en même temps, ça paraît assez peu
probable, mais j'ai pensé à une potentielle prise involontaire de stupéfiants et derrière que les enfants aient fait une overdose et que les parents aient voulu camoufler tout ça. Alors attention, ça reste de l'hypothétique, hein, j'ai aucune preuve. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, ils ont tout simplement pas fait appel au secours pour essayer de les sauver? On peut se dire que tout simplement, les parents avaient peur que ça leur retombe dessus, en tout cas le beau-père Malaya. Peut-être que effectivement il y avait de la drogue qui traînait, qu'ils en ont pris involontairement et que eux derrière ils avaient peur d'aller en prison ou qu'on leur retire la garde de leur dernier enfant, et derrière Jenny s'est mis d'accord avec eux pour les couvrir puisqu'elle voulait protéger son fils. C'est possible, mais comme plein d'autres hypothèses, plein d'autres théories. C'est vrai que la seule version des faits sur ce qui s'est passé pour la disparition le matin du 2 mai, on l'a grâce aux seuls 3 adultes qui étaient sur place au moment des faits. La dernière preuve de vie, rappelez-vous, c'était la veille, le jeudi 1er mai, au Dolorama à 14h30, mais entre-temps, on ne sait pas s'il a pu se passer quelque chose. Est-ce que toute cette version expliquée aux autorités et au public a été mise en scène? Franchement, ce serait un gros travail de manipulation générale et je suis pas sûre qu'ils aient pensé à tout pour que ça paraisse cohérent et possible et qu'aujourd'hui on n'ait aucune idée où seraient les 2 enfants. C'est juste une hypothèse, mais c'est vrai qu'elle est intéressante à mettre en lumière. Est-ce que dans ce cas-là, les témoignages des voisins seraient véridiques finalement, qu'ils ont bien vu du mouvement avec une voiture qui aurait fait plusieurs allers-retours potentiellement pour dissimuler toutes les preuves, l'aller-retour au niveau de l'endroit aussi où a été retrouvé le morceau de la couette, de la couverture, c'est possible, mais je vous le rappelle qu'il n'y a rien qui a été vu sur les caméras de vidéosurveillance. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui évoquent la possibilité que Daniel ait utilisé le quad pour emprunter les sentiers boisés, pour se débarrasser de certaines preuves et potentiellement même des corps, pour les camoufler, et que c'est pour ça qu'on n'ait rien vu sur les caméras. C'est possible, en tout cas c'est discutable. Alors ici on se pose des questions, mais on n'accuse personne. Mais en tout cas, ce qui vient appuyer cette hypothèse, ce sont les réflexions que moi j'ai eues quand j'ai écrit ce script. Notamment, j'ai eu une réflexion au moment où j'ai regardé, vous savez, l'interview de la mère de Daniel qui expliquait comment tout ça s'était déroulé. Il y a une sorte de mise en situation de la matinée de la disparition où elle est très précise, mais elle dit, donc j'ai entendu une première fois Daniel et Malaya crier le nom des enfants, et ensuite, 10 minutes après, je me suis levée et je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit que les enfants avaient disparu. Je ne me suis pas levée parce que je pensais qu'il criait pour appeler Jack et Lily à rentrer dans la maison. Je suis sortie de la caravane après avoir entendu Daniel environ 10 minutes. Après l'avoir entendu, je suis sortie de la caravane. J'ai ouvert la porte. Mais pour être honnête, lorsque toi tu cherches tes enfants, donc là Daniel et Malaya cherchent les enfants, la première chose que tu fais, c'est d'aller voir dans la caravane s'ils ne sont pas avec ta mère. Voilà, je me dis, pendant 10 minutes, en fait, ils ont appelé, ils ont cherché, mais ils sont pas allés voir dans la caravane où la mère de Daniel était allongée. Et ça me paraît assez bizarre. Je vais pas vous mentir, c'est la première chose que tu vérifies, c'est tous les lieux où peuvent être les enfants, et ensuite t'élargis les possibilités, tu vas chercher dans la forêt, mais t'as pas regardé dans la caravane. Je sais pas, il y a peut-être des infos qu'on n'a pas, mais je vous avoue que c'est un peu étrange. Le plus étrange, et c'est pas seulement moi qui l'a mis en lumière, c'est surtout que le lendemain de la disparition, Malaya est partie sans se retourner. C'est-à-dire que dans la tête des gens, et à peu près tout le monde, tu penses qu'une mère va chercher jusqu'au bout ses enfants, et là, elle est partie dès le lendemain, puis elle n'est plus jamais revenue sur place pour les chercher. C'est vrai que ça pose question, et on se demande... effectivement, peut-être qu'elle a tout simplement voulu fuir cet environnement un peu toxique, tout le monde qui se criait dessus, Daniel, tout ça, mais normalement, t'imaginerais peut-être que tu reviendrais quand même le lendemain avec des membres de ta famille, chercher partout, et là, ça n'a pas été le cas. Donc, est-ce que Malaya savait que ça servait à rien de les rechercher, puisqu'ils n'étaient pas vivants, ou qu'elle savait où ils étaient? C'est quelque chose qu'on
C'est une question qu'on peut se poser. C'est pour ça que m'est venue en tête une autre hypothèse, c'est une fuite réfléchie et organisée par Maleia. Donc, Maleia, peut-être qu'elle voulait fuir cette situation toxique, elle était isolée, elle ne travaillait pas, il n'y avait plus de rentrée d'argent. De ce qu'elle raconte, Daniel était potentiellement violent avec elle, il prenait, alors c'est un peu flou peut-être encore, des stupéfiants, on ne sait pas. Il y avait de la négligence, elle craignait peut-être pour sa vie, sa santé et celle de ses enfants, et elle ne savait pas comment faire pour s'extirper de cette situation, et elle a peut-être demandé à quelqu'un proche d'elle, de sa famille, de prendre les enfants et de les mettre en lieu sûr, et c'est pour ça qu'elle est partie le lendemain. C'était peut-être pour elle une porte de sortie de cette relation toxique, on peut l'imaginer, mais ça reste que, encore une fois, de l'hypothétique. Parce que, même si on a l'impression que son compagnon, il a des traits quand même de menteur, manipulateur, peut-être même de violence, comme on a pu le voir avec sa dernière plainte qu'il a eue là en janvier, pour laquelle il va comparaître en mars, on se demande tout simplement pourquoi est-ce que Maleia n'a pas prévenu les autorités? Elle aurait organisé tout ça et puis derrière elle aurait dit écoutez, c'est juste moi qui suis partie, qui mis mes enfants en sécurité, pour ça qu'elle est partie avec la plus petite également, peut-être parce que j'ai peur pour ma sécurité et celle de mes enfants. Elle aurait pu en parler, mais ce n'a pas été le cas, donc ça paraît assez étrange. Et même, il y aurait eu des échanges avec des personnes de sa famille sur son application de SMS ou tout simplement sur ses réseaux sociaux, et ça a été fouillé, il n'y a rien qui est ressorti de tout ça. Également, la mère de Daniel et Daniel lui-même n'ont pas entendu de voiture faire un aller-retour dans l'allée. Donc ça paraît assez peu plausible. Mais pourquoi je l'évoque quand même? Parce que ça reste l'hypothèse la plus positive pour les deux enfants, celle où ils seraient en sécurité et en vie. Mais on est obligé de penser à une quatrième hypothèse, celle d'un enlèvement ou de l'intervention par une tierce personne. Alors, également, on peut se poser la question quand on n'a pas entendu de voiture, comment ça se serait fait. Il y aurait eu vraiment un concours de malchance pour qu'à ce moment-là, une personne mal intentionnée voit les enfants sortir de chez eux tôt le matin dans un endroit isolé, les récupère sans que les enfants crient. Et c'était quand même assez expressif et ils crient quand même pas mal. Que personne n'ait rien entendu, ça paraît étrange. Et également, il n'y a que un témoignage qui irait dans ce sens, c'est celui de la femme qui aurait vu le même jour dans la plage horaire, vous savez, une femme qui aurait fait rentrer des enfants dans sa voiture. Mais la description de ces enfants ne correspond pas à celle qui a été donnée aux autorités, notamment sur la manière dont ils étaient habillés et le fait qu'ils avaient des bottes et même coiffés. En plus de ça, ça n'a pas du tout été appuyé par des faits concrets comme des images de vidéosurveillance qui ont été saisies et analysées et regardées pendant des heures par la GRC. En fait, quand on y pense, il n'y a aucun élément qui vient appuyer la disparition de nature criminelle, quelle qu'elle soit. Franchement, c'est une affaire qui est très complexe, elle est assez dure à appréhender et il est dur de se faire un avis sur cette histoire. Mais si je dois vraiment donner mon avis, moi je pencherais pour le fait que les enfants aient voulu peut-être se cacher dans les bois et qu'ils se seraient perdus. Ça me paraît assez peu probable. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas entendu qu'on les cherchait? C'est vrai qu'on se pose des questions. Et sinon, il y a effectivement le fait qu'il y ait eu un accident domestique et qu'il y ait eu une dissimulation. Mais il n'y a encore aucun élément qui vient appuyer cette hypothèse. Et c'est pour ça que je reste assez succincte là-dessus. Dans ce genre d'affaires, il est facile de spéculer. Regardez, pour le petit Émile, c'est parti dans tous les sens. Et ici, c'est exactement ce qu'il se passe. On veut absolument désigner un coupable, construire une narration, alors que ça se trouve, il n'en est rien. Mais notre responsabilité, surtout quand on traite de faits réels, c'est de distinguer les faits, les hypothèses de nos ressentis. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est arrivé à Lily et Jacques, et tant qu'on ne le sait pas, la prudence reste essentielle. Et surtout, ne pas oublier que derrière tout ce tapage médiatique et tout ce tapage sur les réseaux sociaux, deux petits-enfants innocents ont disparu et ce sont eux les vraies victimes et à qui il faut penser. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo, elle était assez longue donc n'hésitez pas à commenter, à la partager. N'hésitez pas également à suivre ma chaîne secondaire Les Coulisses de Marine Bay ou de me suivre sur Spotify. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera une vidéo d'enquête avec le concours de la famille, prenez soin de vous et de vos proches.